Déjà, le cabinet de cartographie numérique et télédescription des statistiques est un cabinet qui s'inscrit dans le domaine des SIG. C'est un cabinet qui s'inscrit dans le domaine des SIG et qui est composé de différents formateurs spécialistes dans plusieurs domaines. Et donc, nous allons vous parler des constitutions du CCNTS, c'est-à-dire les formateurs. Au CCNTS, nous avons 10 formateurs, à savoir 8 hommes et 2 femmes. Voilà, pour vous dire que nous faisons la promotion des genres féminins, surtout dans le domaine des systèmes d'information géographique. Voilà. Également, en premier lieu, vous avez le formateur Poapou Sabedou que je suis. Je me suis déjà présenté. Je suis géographe, hydrologue, cartographe, spécialiste en analyse spatiale. Vous pouvez le lire après. Ensuite, nous avons le formateur Poapou Kofi Romeo, qui est géographe également, en économie rurale, spécialiste. Le fichier est dans le groupe WhatsApp, vous aurez l'occasion de visionner après. Nous pouvons continuer, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons la demoiselle Soumaro Bintou Vanessa, qui est également géographe halieutique, spécialiste sur les problèmes de poissons fumés. Voilà. Ainsi également cartographe et experte en collecte de données. Ensuite, nous avons Nguessan Rodrigue Edgar, qui est géographe environnementaliste, géomaticien, expert en analyse spatiale. Voilà, c'est également une chef de cours du cabinet CCNTS. Ensuite, nous avons le formateur Djamoutene Douma Junior, qui est également membre du cabinet CCNTS. On continue. Nous avons le formateur CK Kwasi Stéphane, celui avec qui j'ai énuméré les différents modules. Voilà, les différents webinaires. Également, nous avons le formateur Kofi Martial Romaric, qui est géographe cartographe. Ensuite, nous avons la formatrice Djea Akissi Nina Rachel, qui est géographe cartographe spécialiste en analyse de données. Ensuite, nous avons le formateur Ndiri Konasekou, qui est géographe ruraliste. Voilà, vous aurez l'occasion de le côtoyer dans les modules à venir aussi. Et pour terminer, nous avons le formateur Dosso Karamoko Kader, qui est géographe, démographe. Voilà, il y a plusieurs compétences. Voilà, vous aurez l'occasion de le côtoyer également dans le module à venir. Plus d'informations, vous pouvez vous fier au PowerPoint, il est dans le fichier. Voilà, voici donc présenter un peu notre structure. Et nous sommes dans le domaine des systèmes d'information géographique, que ce soit la cartographie, un peu d'informatique, l'infographie. Nous intervenons dans ce domaine-là. Donc, on va maintenant commencer le module du jour qui est un module d'initiation. Voilà. Et quand on parle d'initiation, il faut avoir certaines bases, certaines théories. Et si comme vous le constatez dans le PowerPoint numéro D, plutôt, qui est marqué formation, point et choroplète. Tout le monde là? Tout le monde a pu voir ce PowerPoint là? OK. Voilà. Il est nécessaire d'avoir ce PowerPoint là parce qu'il résume un peu tout ce qui est en rapport avec le module qu'on fera, le webinaire. Déjà, je tenais à rappeler que ces différents webinaires sont des webinaires qui sont continus en fait. Voilà, c'est-à-dire si vous avez raté ce premier module, vous n'aurez pas la possibilité de comprendre le module à venir parce que ces modules-là travaillent en cellule en fait. Voilà, donc il est préférable de suivre tous ces 3 modules-là en même temps. Donc aujourd'hui, on va procéder à la phase d'initiation. Donc, formateur CK, s'il vous plaît. OK. Aujourd'hui, comme phase d'initiation, on va essayer de faire une représentation de phénomènes par point et par choroplète. Voilà. Mais bien avant cela, on va parler un peu puisque lorsqu'on veut faire la cartographie, il faut connaître déjà ses bases. Voilà. Il faut connaître déjà ses bases. Il y a
des différentes formes de représentation qu'il faut connaître parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain et fait la cartographie. Et déjà, en cartographie même, nous avons nos types de représentation que nous avons. Par exemple, la représentation par point et en choroplète. Formateur CK, s'il vous plaît, on peut continuer. J'espère que vous suivez le PowerPoint avec moi. Donc, je disais tantôt, pour faire la cartographie, il faut connaître certaines bases. Voilà. Déjà même là, il faut connaître c'est quoi la cartographie. Voilà. C'est la première base qu'il faut connaître en fait. C'est quoi déjà la cartographie? Parce que vous ne pouvez pas vous inscrire dans un domaine sans savoir quel est son rôle, qu'est-ce que cela signifie. Voilà, donc il faut vraiment connaître déjà même la définition de la cartographie. Et dans le PowerPoint, nous avons déjà défini que la cartographie est l'art et la science de représenter l'espace. Toute carte vise à simplifier la réalité pour permettre une meilleure compréhension d'un phénomène. Voilà, très simplement. Vous pouvez vous fier au PowerPoint pour mieux comprendre. Voilà, ça c'est la définition simple de la cartographie. Il y a des définitions selon les dictionnaires, mais pour tout résumer, vous pouvez vous fier à cette définition-là qui est très simple. Voilà. Maintenant, avant toute production cartographique, il est indispensable de connaître le découpage administratif car il représente la structure officielle du territoire. Parce que vous ne pouvez pas représenter un phénomène sur une surface sans connaître même la surface en question. Par exemple, vous voulez montrer le déplacement des hommes d'un point A à un point B. Mais le point A, là, il se nomme comment? Le point B, il se nomme comment? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans ce contexte-là, il faut connaître déjà l'espace sur lequel on étudie. Il faut connaître également le type de découpage. Quand on parle du type de découpage administratif, cela varie d'un pays à un autre. Mais on va travailler sur le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, déjà, nous avons quatre types de découpage, quatre grands types de découpage. Voilà ce que nous allons résumer un peu devant. Formateur CK. Voilà. Nous avons quatre grands types de découpage. En cartographie, bien sûr. En cartographie, lorsqu'on veut mieux présenter notre phénomène, nous nous basons sur les quatre types de découpage. Et comme je l'avais dit, les quatre types de découpage varient d'un pays à un autre. D'abord, nous avons le district, ensuite la région, également le département et pour terminer la sous-préfecture. Ce sont des éléments qu'il faut connaître avant de pouvoir s'initier à la cartographie. Voilà, parce que c'est une question de représentation de l'espace. Ensuite, formateur de... OK. Maintenant, nous allons nous accentuer sur les types de représentation en géographie. Les types de représentation géographique. Et formateur. Voilà. On continue, s'il vous plaît. OK. Lorsqu'on fait la cartographie, nous avons trois types de représentations. Nous avons les représentations par points et les représentations qui sont linéaires, également polygones. Quand on parle des représentations par points, bon, c'est pour représenter un objet ou un phénomène qui est localisé dans l'espace. Voilà. C'est pour représenter un phénomène et un objet par l'espace. Il y a différents types de points, vous pouvez les distinguer ici. Hein. Les formes varient. Nous avons des carrés, des triangles, des cercles. On peut également les hiérarchiser selon la taille, en fait. Voilà. Quand nous allons faire la phase pratique, vous allez mieux comprendre. Voici les exemples d'application. Nous avons la localisation. Formateur CK, s'il vous plaît. Voilà, nous avons les exemples d'application, la localisation des infrastructures, la répartition de la population. Comme je l'ai dit, lorsque nous allons faire la phase pratique, vous allez mieux comprendre. Ensuite, nous avons la représentation en choroplète. Voilà, la représentation en choroplète consiste à colorer des zones, départements, régions en fonction d'une valeur statistique classée en plusieurs niveaux. Elle représente des ratios comme la densité, le pourcentage, le taux
Exemple d'utilisation, nous avons la densité de population, le niveau de pauvreté, le taux de mortalité et de scolarisation. Voilà, c'est-à-dire pour représenter ces différents phénomènes tels que la densité, le pourcentage, on décide de prendre par exemple un dégradé de couleur de façon simple, un dégradé de couleur. Lorsqu'on va faire la phase pratique, vous allez mieux comprendre. Ça, voilà. On a parlé un peu des différents points de, comment on appelle, les différentes méthodes de représentation. Maintenant, nous allons continuer. Ensuite, s'il vous plaît, formateur CK, en ce qui concerne les méthodes de classification. Voilà. La méthode de classification, nous avons les quantités égales, les fréquences, et on les répartit en unités, classes contenant les mêmes nombres d'objets. Voilà. Il y a également la manière dont il faut l'utiliser, comment il faut les utiliser, qui sont classés dans ce tableau. Vu que nous sommes un peu pris par le temps, voilà. Après, vous pouvez lire le PowerPoint et si vous avez des difficultés, vous avez des questions, vous pouvez les poser. OK, donc on va essayer de faire une étude des concepts, une notion clé. On continue ensuite. Voilà, déjà, il faut connaître la différence entre la densité de population et la taille de population. Parce que lorsqu'on fait la cartographie, il y a certains calculs qui adviennent. Donc, il faut maîtriser ces différentes notions. Ensuite, déjà, la densité de population est le nombre d'individus par unité de surface plutôt, donc, que ce soit habitants par kilomètre carré ou habitants par hectare. Ça, nous le savons depuis l'école primaire. Également, nous avons la taille de la population, qui est le nombre d'individus d'un territoire donné. Voilà. Ensuite, formateur, c'est pas. Il faut également connaître la différence entre la légende et la sémiologie. Autant pour moi, la sémiologie graphique. Continue. La légende, c'est la partie de la carte qui explique tous les symboles utilisés. C'est ce que le lecteur lit pour comprendre la carte. En effet, lorsque on voit les différentes cartes, on voit des triangles, des carrés, des rectangles, des lignes. On s'est dit, mais à quoi, qu'est-ce que représente cette ligne, qu'est-ce que représentent ces différents points? À travers la légende que le lecteur pourra comprendre la carte, en fait, pourra lire la carte. Voilà. Maintenant, la sémiologie graphique est la science qui définit comment on doit choisir et utiliser comment on doit choisir, utiliser et organiser les symboles pour qu'une carte soit claire et correcte. Voilà, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour essayer de choisir les couleurs. Non, non. Pour choisir les couleurs, on utilise certaines conventions. Il y a certaines règles qu'il faut appliquer en termes de cartographie pour les couleurs. Nous savons tous que la couleur bleue représente l'eau, la couleur verte représente la végétation. Donc, on ne peut pas prendre la couleur verte pour, par exemple, représenter les routes. Non, c'est une pas normal. Quand c'est comme ça, c'est une erreur en cartographie. Et la sémiologie graphique se charge de vous montrer les méthodes adéquates pour avoir un bon rendu en cartographie. Ensuite, également, il faut connaître quelle est la différence entre ratio, proportion et taux. Ensuite, oui, formateur, c'est quand? Oui. Un ratio compare deux quantités différentes, A divisé par B. Voilà, ça, je pense que c'est la définition assez simple. Parlant de la proportion, elle exprime la part d'un ensemble partie A divisé par un total également simple. Un taux est une proportion exprimée en pourcentage que chacun de nous sait faire déjà. Et on continue. On va faire une étude de cas pratique. Maintenant, on continue. Monsieur Ouedraogo, bon, ça, c'est une étude de cas pratique que vous pouvez essayer de faire après. Donc, c'est un peu le résumé, voilà, de ce qu'il fallait savoir en termes d'initiation au niveau de la cartographie. Voilà, on ne pourrait pas tout expliquer maintenant, vu qu'on est plus par le temps. Néanmoins, le PowerPoint se trouve dans le groupe. Vous pouvez le prendre après et le lire attentivement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis disponible. Vous pouvez les poser. Je vais vous laisser la parole. Si vous n'avez pas de questions également, on va laisser la parole au formateur CK qui va se charger de la phase pratique.
D'accord. Je crois que vous êtes première partie. Et si vous avez vraiment des questions, seulement de poser les questions. Voilà. Pour ce qui me concerne, je veux poser une question. Oui, allez-y. Après, moi, je veux savoir, peut-être que ma question n'est pas directe, mais quand on parle de cartographie, c'est forcément avec une représentation de la population ou on peut parler de cartographie quand on parle d'autre chose. Si oui, quelle chose en fait? Parce que moi, je me disais, ou peut-être que c'est pas ça, je me disais que quand on parle de cartographie, c'est forcément une représentation avec une population. Après, je sais pas si c'est juste. D'accord, merci demoiselle Konaté pour la question. Déjà, quand on parle de cartographie de façon simple, c'est le fait de représenter un phénomène à la surface de la Terre à travers une carte. C'est simple. Voilà, vous pouvez vous fier également à la définition. Et quand on parle de phénomène, il y a divers phénomènes. Ça peut être euh, un mouvement d'un point A vers un point B, c'est-à-dire un déplacement. En cartographie, on parle de flux. Ça peut également être une représentation d'une donnée quantitative, c'est-à-dire le volume de population ou bien la densité de population. Ça peut être également euh, comme une représentation d'un milieu physique, que ce soit le relief, ou bien le réseau hydrographique, ou bien les différentes pentes. C'est-à-dire, lorsque un phénomène est étudié, on peut le représenter via une carte. Et c'est ce qu'on appelle la cartographie. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. OK. Donc, je ne sais pas si tu as compris, c'est pourquoi par là que la cartographie, c'est une représentation d'un phénomène, bon, on va dire un phénomène naturel par, par la carte, si ça peut passer. De façon simple, on peut, mais il ne faut pas dire phénomène naturel seulement. Il y a des phénomènes anthropiques. Le fait même de parler du volume de population, c'est un phénomène anthropique. D'accord, d'accord, c'est compris. Merci. Alors, il y a d'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? Il n'y a pas, Jean Basique, là, tu comprends. On a Magloire, on a Élise, Francis, Fatima. Vous n'avez pas de questions? Après, n'ayez pas peur de poser des questions pour poser des questions. Ou je ne sais pas si tout le monde est étudiant en cartographie ici, mais pour ma part, non. Donc, je pose des questions. Il y a Évariste qui a levé la main. OK. Évariste, c'est une question. Oui, D'accord, Évariste, on t'écoute. Bonsoir à tous. oui, Je bonsoir, suis, monsieur. je suis Ngueta Kako Evaris, étudiant en topographie à ESVTP en deuxième année. D'accord. Lorsque, lorsque j'ai vu votre affiche, j'ai été intéressé par la cartographie et autres. Maintenant, moi, j'ai une question. Moi, ma question est toute simple, un peu bête, on peut dire ça quand même. J'aimerais savoir pourquoi est-ce crucial aujourd'hui la cartographie dans le métier de génie civil. À quoi elle sert réellement, en fait? D'accord. Merci pour la question, monsieur Évariste. Alors, tu es dans le domaine du génie civil, Oui, c'est oui, c'est ça? ça. Je suis étudiant à l'ESVTP en topographie. En topographie. Oui, oui. D'accord. Et quels sont... on Comment? vous a jamais parlé de cartographie là-bas? Bon, normalement, on devait commencer le cours, mais pour l'instant, pas encore. Pas encore. D'accord. Mhm. OK. Voilà. Déjà, il faut savoir que la cartographie joue un rôle très important dans le génie civil, hein. Voilà. Elle sert surtout à représenter l'espace, analyser avant tout et
même pendant la réalisation des travaux là, on ne se lève pas comme ça pour aller sur le terrain. Il faut faire d'abord une analyse spatiale. Et cette analyse spatiale-là doit être représentée via une carte. Voilà. Et quand on parle d'analyse spatiale, on parle de connaître le terrain. La cartographie permet de visualiser le relief. C'est-à-dire, bon, est-ce que quand on décide de mettre en place cet immeuble là, ce n'est pas une zone qui est assez inondée, ou bien ce n'est pas une zone qui est caractérisée par des pentes, une zone assez accidentée. Vous voyez, non? La cartographie va nous permettre de localiser un peu la zone dans laquelle nous voulons faire nos différents travaux. Également, la cartographie va nous permettre une meilleure prise de décision, c'est-à-dire dans le choix de l'emplacement. Grâce aux cartes, on peut identifier les zones adaptées pour les routes, les ponts, les bâtiments et voire même les barrages. Vous voyez. Et les cartes peuvent permettre également de planifier les infrastructures, voilà, parce qu'on ne vit pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Vous le voyez. On peut également mettre en place des routes, des voies ferrées. Pour dire simplement, la cartographie dans le domaine des génies civils nous permet, nous facilite une meilleure prise de décision. Ah, ok, merci beaucoup. Ok, merci quand même pour cette question. C'est une question qui est vraiment utile. Voilà. Et puis, c'était pas une question bête. D'accord. Donc, Évariste, je pense que le formateur a répondu à ta question. Est-ce que c'est assez correct pour toi ou il y a une autre question encore? Non, non, ça va pour l'instant, ça va. Merci bien à vous. D'accord, merci. Il y a Wilfried aussi qui a levé la main. Wilfried, tu peux poser ta question. Oui, monsieur Wilfried, nous vous écoutons. Bon, ma question est la suivante. Bon, moi, je suis un production animal. Et moi, je suis en production animale. Et j'aimerais savoir, après cette formation, qu'est-ce que la formation pourrait m'apporter vis-à-vis de mes animaux? Ah, d'accord. Oui, ok. Ah, d'accord, Oui, oui. Wilfried. Ah, ok. 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 Il faut savoir que la cartographie intervient partout. Hein. Voilà, déjà, tu dis que tu es en position animale, animale plutôt. Euh, dans ce cas aussi, la cartographie, bon, il y a une question en cartographie, bien sûr. Voilà. Parce que c'est pas avec cette formation d'aujourd'hui là que tu auras des compétences d'expert, en fait. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est une phase d'initiation. Donc, comme je le disais tantôt, la cartographie dans ce contexte, ça va te permettre d'identifier les zones de pâturage. Est-ce que Mhm. vous comprenez? Et d'organiser les rotations d'animaux. Voilà, comment vous allez organiser vos animaux dans l'espace, comment vous allez identifier les zones de pâturage, les zones de pâturage. Également, ça vous permet de suivre le déplacement de vos différents animaux. Voilà, parce que à l'avenir, il y a plusieurs domaines en termes de cartographie, que ce soit la télédétection et bien d'autres. Vous allez également identifier les zones qui sont favorables à l'alimentation de vos différents animaux. Ok. Merci. Je vous en prie. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis, déjà que la journée ici s'est bien passée. Hein. Nous sommes là
dans le cadre d'une formation assez importante. On a plus ou moins entendu les questions. J'ai bien aimé la question de Wilfried tout à l'heure là. Merci au passage. Parce qu'il est important de savoir ce qu'une formation va nous apporter quand on finit de faire une formation. Et ça ne sert à rien de faire une formation si on ne sait pas ce que ça va nous apporter. Donc, sa question était vraiment une belle question. Pour les autres qui n'ont pas posé de question, vous pouvez également poser cette même question-là. Pendant qu'on sera en train de faire la formation, bien sûr, vous pouvez poser la question peut-être dans le chat et puis on va vous répondre en fonction de votre domaine. Parce que là, on a répondu certainement en fonction de son domaine. Donc, on n'a vraiment plus assez de temps parce que la pratique est assez intéressante que la théorie. Mais vous devez avoir la théorie d'abord pour être mieux situé en termes de cartographie. Parce que la cartographie, c'est vraiment une science qui est vaste et puis une science qui est intéressante. Donc, comme mon binôme le disait tout à l'heure là, on a besoin d'un ordinateur, d'un logiciel et puis de données pour faire la cartographie. Donc, c'est pourquoi on a envoyé le lien dans le groupe pour vous permettre de pouvoir télécharger le logiciel. Je suis en train d'essayer d'envoyer dans le groupe. Ça prend un peu plus de temps parce que WhatsApp fait son malin. Donc, le temps que ça arrive dans le groupe, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel sur le lien qu'on a envoyé. Donc, quand vous téléchargez le logiciel, il faut que vous l'installiez. C'est très simple. Donc, on va supposer qu'on a téléchargé le logiciel sur notre ordinateur. Je vais basculer sur mon interface de gestionnaire de fichiers. Je vais vous montrer. On va supposer qu'on a téléchargé le logiciel. Voilà. Donc, on suppose que nous avons téléchargé tous ici le logiciel. Hein. Et puis, vous aurez ça en un fichier comme ça quand vous téléchargez. Donc, on suppose qu'on n'a jamais fait de cartographie et qu'on n'a pas le logiciel installé sur l'ordinateur. Je disais, lorsque vous devez l'installer. Et l'installation est vraiment basique et puis très simple. Déjà, même, vous pouvez partir sur YouTube et puis retrouver des sciences, si vous voulez, des méthodes d'installation du logiciel en fonction de vos ordinateurs. Merci. Donc, comme je le disais, on n'a pas assez de temps. Du coup, on aura... D'accord. Excusez de vous interrompre, monsieur. Excusez, mais j'ai quelque chose à dire en ce sens-là. Pour ceux qui n'ont pas pu télécharger le logiciel et qui vont télécharger le logiciel après et poursuivre comment ça fonctionne, vous pouvez avoir cette formation-là en replay sur notre page e-learning, sur notre site e-learning. Donc, vous aurez cette formation-là qu'on est en train de faire là, enregistrée parce qu'ils sont enregistrés. Donc, vous aurez ça sur notre site e-learning. Donc, vous pourrez partir regarder après pour question de revenir sur le logiciel là. Donc, dans le groupe, je vais mettre le lien du site e-learning. C'était ça. Merci. OK, merci bien, merci. Donc, la vidéo, je dirais la formation enregistrée, vous pouvez aller regarder sur le site en question et puis vous pouvez pratiquer autant de fois que vous pouvez. Donc, une fois que vous avez le logiciel, c'est très simple. Vous avez qu'à faire double-clic sur le fichier téléchargé et puis vous suivez le processus d'installation. C'est assez simple et assez basique. Voilà. Donc, si on lance actuellement le processus d'installation, on ne va pas quitter ici parce que ça va prendre assez de temps et ça dépend de vos ordinateurs. Donc, si votre ordinateur a une capacité assez inférieure à la demande, ça sera vraiment lent. Par contre, pour ceux qui ont peut-être des ordinateurs avec des capacités assez élevées, c'est facile et ça va un peu plus vite. Mais on va juste rester sur comment le faire. Quand vous téléchargez, double-clic juste sur l'installable. Vous suivez les étapes suivant, accepter les conditions et puis voilà, vous avez l'installation. Peut-être qu'après, pour ne pas aller trop en vite en besogne, on va envoyer dans le groupe un lien qui va vous permettre de pouvoir installer, toujours dans le cadre de la formation. C'est assez facile. Pour les questions, vous pouvez poser aussi dans le groupe et puis on va vous aider en rapport avec l'installation. Voilà. Donc, une fois que vous avez installé le logiciel, il est important d'avoir les aptitudes du cartographe. Voilà, il est important d'avoir les aptitudes du cartographe parce qu'on ne peut pas commencer la cartographie sans vous mettre dans le bain de la cartographie. Nous, en tant que cartographe, on est très ordonné. Et c'est un principe qui est
qui est assez biblique, si vous voulez. C'est un principe religieux d'ailleurs, l'ordre. Donc, comme je le disais, en tant que cartographe, on a besoin d'être ordonné. C'est pourquoi, lorsque vous devez faire une carte, vous devez d'abord créer un dossier. C'est très important. Vous devez créer un dossier. Donc, je pense que chacun sait plus ou moins créer un dossier pour pouvoir travailler sur le dossier ou dans le dossier en question. Donc, c'est assez simple, très, très simple. Pour ceux qui ont les ordinateurs ouverts actuellement, vous avez la possibilité d'ouvrir, euh, de rester sur l'interface de votre ordinateur et de façon très simple, vous allez juste faire clic droit comme ça. Quand vous faites clic droit sur votre écran, c'est-à-dire le bureau, vous avez la possibilité de créer ici. Donc, quand vous faites clic droit, vous venez sur Nouveau et vous prenez Dossier. Et là, vous mettez le nom de la carte que vous venez faire. C'est toujours important de faire un dossier avant de commencer un projet cartographique. Donc, je vais écrire peut-être C1 simplement comme ça. Vous dites que c'est mon dossier. De la même manière que vous avez créé le dossier sur le bureau, c'est pareil si vous voulez créer un dossier dans votre explorateur de fichiers. Et l'explorateur de fichiers, si vous voulez, ce n'est rien d'autre que l'interface qui vous permet d'avoir accès à vos données. Donc, c'est celui-là qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Vous pouvez venir ici simplement et puis pratiquer le même processus-là ici et créer le dossier en question. Si vous faites clic droit, vous avez la possibilité de créer. Si vous venez sur Nouveau également ici, juste en haut, je suis sous Windows 11, donc c'est pourquoi j'ai l'interface comme ça actuellement. Vous cliquez sur Nouveau, vous prenez Dossier et puis vous avancez. Donc, quand vous avez l'esprit du cartographe, il faut que vous maîtrisiez maintenant le logiciel. Donc, pour ceux qui ont déjà le logiciel, vous pouvez déjà l'ouvrir. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel, ce n'est pas un problème. Quand on va finir, vous aurez la vidéo en replay et puis au fur et à mesure, vous allez comprendre des petites parties que vous n'avez pas compris. Donc, moi, j'ai déjà ouvert le logiciel. Voici un peu comment le logiciel se présente. C'est un logiciel de cartographie. Voici comment il se présente. Donc, il y a pas mal d'éléments à connaître ici parce que tout ce que vous allez comprendre et connaître ici vont vous faciliter la tâche dans votre carrière de cartographe. Voilà. Et pour l'interface que nous avons ici, vous devez savoir qu'on a 5 parties. 5 parties assez bien définies et bien nommées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas si Évariste a une question parce que depuis sa main est levée, on n'a pas encore répondu à sa question. Je ne sais pas trop. Évariste, dis-nous, vous avez une question? Non, excusez-moi, je n'ai pas remarqué, excusez-moi. Donc, une fois que vous êtes sur l'interface du logiciel, je vous informe déjà que vous n'aurez pas l'interface que j'ai actuellement. Voilà, parce que j'ai modifié, j'ai modélisé l'interface à ma guise, à ma manière, pour pouvoir être assez rapide dans mes projets cartographiques. Donc, quand vous êtes sur le logiciel, vous devez savoir que le logiciel a 5 parties importantes. Très, très importantes d'ailleurs. Donc, la première partie qui doit nous intéresser, c'est la barre des menus. Voilà, la barre des menus. Et ça, c'est pratiquement dans tous les logiciels informatiques. Donc, pour une simple présentation, bien sûr, il y a toujours cette partie-là qui doit intéresser ou interpeller chaque personne. La barre des menus, ce n'est juste que ces éléments qui sont en haut ici. À commencer de projet, éditer, vue, couche, préférences, extension, vecteur, raster. C'est ça qu'on appelle la barre des menus. Donc, dans mes explications, je vais certainement dire, on va se rendre dans la barre des menus et une fois dans la barre des menus, on prend tel élément, tel élément. C'est là-bas que nous devons aller. Et vous devez avoir déjà cette expression. On va dans la barre des menus. J'espère que je me fais comprendre. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Je essaie de répéter à chaque fois. Et juste après ça, après cette première partie de la barre des menus, là, en dessous, on a la barre d'outils. Cette barre-là nous permet
d'aller plus rapidement et de façon précise. Déjà, vous devez savoir que la barre des menus renferme toutes ces informations qui sont représentées dans la barre des outils. Donc, la barre d'outils ici, là, si vous voulez, ce sont des éléments pour simplifier notre tâche. Si vous voulez, c'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Donc, la barre des menus, la barre des outils, c'est un raccourci. Mais au niveau de la barre des menus, comme je le disais, on peut retrouver tous ces éléments là-bas. Mais ça sera très long. Avec la barre d'outils, c'est facile. Donc, après la barre d'outils, une partie assez importante, c'est la zone d'affichage de la carte. Actuellement, on n'a pas la zone d'affichage de la carte parce qu'on vient d'ouvrir le logiciel. Et normalement, pour ceux qui ouvrent le logiciel nouvellement, vous aurez une partie appelée projet récent. Et la partie appelée projet récent, là, c'est généralement la partie qui vous permet de voir les anciens projets que vous avez travaillés. Voilà, les anciens projets que vous avez travaillés. Ici, c'est juste une partie des projets que j'ai fait. Voilà, pour ne pas trop mélanger l'esprit. Il y a trop de projets sur lesquels on a travaillé. Mais on vous laisse ça d'abord. Vous allez voir à quoi ça ressemble quand vous allez commencer à travailler sur le logiciel. Et juste à côté, il y a l'interface modèle de projet. Généralement, quand on arrive ici, on a jusqu'à prendre un nouveau projet vide. Et puis après, nous allons modéliser l'interface du projet avec nos différentes étapes de, si vous voulez, de création de cas assez importantes. Modèle de projet. Après ça, juste en dessous, on a la, si vous voulez, la troisième partie, bien avant d'arriver sur l'autre interface, la troisième partie qui est la barre d'état. Donc, la barre d'état, je pense que j'ai montré, non, la quatrième partie, ça fait déjà 3, la quatrième partie, qui est la barre d'état. Et cette barre d'état-là, généralement, elle est représentée juste en bas de votre logiciel, en bas, ici. C'est écrit coordonnées, échelle, loupe, rotation, rendu, EPSG et consort. Donc, cette barre d'état-là vous permet de voir certains éléments que vous n'arrivez pas à voir. Au fur et à mesure, vous allez comprendre l'utilité de cette barre-là. Dans le logiciel Excel, vous avez également une barre d'état qui vous permet de voir, si vous voulez, les lignes, les différents mots qui comportent votre document et consorts. Donc, cette barre d'état-là également peut le faire, et pas peu, mais elle le fait également en fonction des fichiers qu'on dit au logiciel d'éditer. Donc, c'est la barre d'état. Juste après la barre d'état, il y a les panneaux. Donc, pour d'autres, par contre, vous n'aurez pas les panneaux, vous n'aurez pas l'interface des panneaux. Vous aurez simplement zone d'affichage, barre des menus, barre des outils, et puis, si vous voulez, la barre d'état. Vous aurez que ça. Mais pour moi, j'ai tout. Au fur et à mesure, ceux qui vont demander, ceux qui auront ce problème, on va vous montrer comment faire ressortir euh, le panneau d'explorateur, puis le panneau de couche. Mais ces éléments sont représentés ici. Voilà, explorateur, couche. Donc, ce sont des panneaux où nous allons retrouver facilement certains éléments que nous allons éditer ici. Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions ou on peut continuer? OK, il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on comprend déjà le logiciel, on sait déjà où est situé les éléments que nous allons utiliser dans le futur. On va maintenant chercher, on va essayer de concevoir une carte. Certes, on ne va pas finir à 100%, mais on va essayer d'utiliser le logiciel. Voilà, on va essayer d'utiliser le logiciel. Comme je le disais, quand vous arrivez sur le logiciel, là, vous êtes venu pour faire une carte, votre projet cartographique. Et après présentation du logiciel, sur la fiche, pour ceux qui ont vérifié, on vous a dit qu'on allait vous montrer un peu, on allait faire une prise de main du logiciel. Si vous voulez une prise en main du logiciel, on va essayer de manipuler certaines données géographiques. Voilà. On a déjà découvert le logiciel. On peut maintenant maîtriser, ou je dirais, on peut essayer d'éditer, d'utiliser ces données géographiques-là. Et à cet effet, dans le groupe, le formateur ou mon collègue Kwaku vous a envoyé un fichier appelé webinaire 1. Dans le fichier en question, il y a un découpage à l'intérieur. Tout à l'heure, dans le PowerPoint, on vous a montré un peu les différents découpages qu'on a au niveau de la Côte d'Ivoire.
On a parlé de district, région, département et puis sous-préfecture. Donc, à l'intérieur du fichier qu'on a envoyé, il y a le découpage des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous allons faire tout à l'heure là, on va essayer de travailler sur un... OK. On va essayer de travailler sur un élément ou sur ce découpage-là, les sous-préfectures. Donc, comment on peut appeler ou comment utiliser le fichier envoyé dans le groupe là pour finalement découvrir l'interface sur QGIS. C'est ce que nous allons faire. Donc, la première partie ici, c'est comment appeler une couche sur le logiciel QGIS. Comment appeler une couche sur le logiciel QGIS. Mais bien avant cela, quand vous ouvrez le logiciel, vous allez cliquer sur Nouveau projet. Et tout à l'heure, je parlais de l'affichage ou la zone d'affichage de la carte. C'est la zone qui est là. Donc, on a cette zone où quand on va commencer à appeler les couches, utiliser les couches, ces couches vont apparaître ici. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Comme je l'ai dit, comment appeler la couche? Pour appeler la couche, c'est très, très simple. C'est très simple. Rappelez-vous des différentes parties du logiciel. 5 parties. Barre d'outils, barre des menus, barre d'état, panneau d'explorateur, panneau de couche et panneau d'explorateur. Zone d'affichage de la carte. Alors, déjà, le fichier qu'on a envoyé là, vous devez décompresser. Et je pense que mon collègue a déjà parlé de ça. Vous devez décompresser le fichier. Et quand on décompresse le fichier, normalement, à l'intérieur, on aura les PowerPoint qu'on a envoyés et puis le fichier sous-préfecture, comme c'est écrit ici. Sous-préfecture, save, et juste en dessous, un autre fichier qui sera très important tout à l'heure là. RGPH 2021. Une fois qu'on a décomposé, qu'on a tous ces éléments, on va maintenant essayer d'appeler la couche en question. Donc, d'accord. Jenny Traoré, vous avez une question? Allez-y. On peut poser la question ou on attend la fin? Allez-y, allez-y. En même temps, ce sera mieux parce que les couches, comment on trouve les informations? C'est sur Internet? D'accord. Normalement, on doit en venir. Pour ne pas trop vous fatiguer pour la première partie, on vous a envoyé déjà les éléments que nous allons utiliser dans le groupe. C'est écrit webinaire 1. Vous allez juste remonter et puis voir le fichier en question. Voilà, ça y est dans le groupe. C'est dans le groupe. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais en soit, la couche, d'où elle vient l'information, c'est ce que je veux savoir. Parce que vous ne comprenez pas ma question. Allez-y, terminez. Oui, c'est ça, je me demande. Je sais que là, toutes les informations, on les a pour les manipuler. Mais je pense que l'information ne sort pas de nulle part, en fait. C'est la source, moi, je veux comprendre, en fait, au final. Déjà, je vais vous parler d'un point avant que j'arrive à ce que vous venez de dire. Oui. Les découpages, généralement, sont faits en fonction des pays. OK. Pays a son découpage. On a parlé de ça tout à l'heure là. Mais pour pouvoir acquérir ces données-là, il faut maîtriser, ou je dirais, il faut avoir des sites. Des sites Okay. pour changer ces données. Et en même temps, en tant que cartographe, vous avez la possibilité de créer ces données. Seulement, ça ne sera pas facile pour vous parce que sur l'ordinateur, vous allez voir un espace assez petit. Mais dans la réalité, quitter déjà peut-être Haute-Guinée pour aller à Abidjan, ça fait près de, voire 1000 ou 900 et quelques kilomètres. C'est long. Donc, si vous devez vous promener pour pouvoir constituer cette base de données que vous allez utiliser après, voilà, c'est assez compliqué. Mais en même temps, des particuliers, on l'a déjà fait. Voilà, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va utiliser. OK, donc, normalement, pour utiliser le logiciel QGIS, on a besoin de données sources. Ces données, normalement, c'est à nous d'aller les chercher sur le terrain. Et c'est fastidieux. Donc, aujourd'hui, on a des données open source disponibles pour pouvoir travailler, notamment sur les données en Côte d'Ivoire. Comme je viens de le dire, vous avez la possibilité de trouver ces données-là n'importe où hein, sur le net. Mais en même temps, le cabinet de cartographie numérique de télédétection des statistiques, c'est-à-dire en abrégé le CCNTS, on a également un site web disponible où vous pouvez aller avoir des données assez importantes qu'on ne peut pas avoir. Je m'explique. Il y a des données qui sont difficiles d'accès. Voilà, des données difficiles d'accès, plus précisément des données de ville.
en fonction de votre ville, normalement, si vous faites un projet cartographique, vous aurez besoin des données de la zone d'étude en question. Et là, si vous n'avez pas les données, vous devez vous en procurer ces données-là. Nous, on a mis un site sur place où vous avez la possibilité d'avoir ces données. Au fur et à mesure, quand on va arrêter en profondeur de la formation, vous aurez les sites où vous pouvez aller chercher ces éléments-là. Mais je tiens à préciser, vous n'aurez pas toutes les informations pour cette formation parce que la cartographie est vaste. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre dans la cartographie. Donc, il faut vraiment une disposition assez parfaite, une soif de la recherche et puis une soif de la compétence afin d'avoir tous ces éléments-là. C'est bon? J'espère que je me suis fait bien comprendre. Oui, merci. Formateur, s'il vous plaît, je peux ajouter un additif. Voilà. Étant dans le contexte particulier de la Côte d'Ivoire, ici, non seulement le CNTS met à la disposition des auditeurs certaines données qu'on peut retrouver via le site web. Également, il y a d'autres structures. Généralement, nous avons la structure étatique qui est le CNTIC qui produit les données. Et généralement, ces données-là ne sont pas gratuites. Comme vous le savez, nous sommes en cartographie et même dans le domaine du digital, tout ce qui est en rapport avec les données, ce sont des éléments qui sont coûteux. Ok, parfaitement clair. Merci. Ok, je pense que je peux continuer, hein. Donc, comme je l'ai dit, la première des choses qu'on va faire, une fois on a extrait, ou je dirais, une fois on a extrait la base qu'on vous a envoyée, à l'intérieur, il y a un fichier appelé sous-préfecture. Donc, comment appeler maintenant cette donnée-là dans le logiciel? C'est très simple. Vous allez aller dans la barre des menus, comme j'ai dit tout à l'heure, là, la barre des menus. Et une fois dans la barre des menus, il y a assez d'informations. Mais l'information qui nous intéresse ici, c'est couche. L'information qui nous intéresse ici, c'est couche. Donc, vous cliquez sur couche, simplement comme ça. Et quand vous cliquez sur couche, il y a une boîte qui sort. Cette boîte-là contient également des informations. Vous voyez que ça devient quelque chose de un peu plus long. C'est pourquoi les outils qui sont là vous permettent de pouvoir aller rapidement. Mais vous devez maîtriser le logiciel. C'est pourquoi on doit faire tout ce processus. Donc, une fois que vous cliquez sur couche, lorsque cette boîte apparaît, vous allez aller sélectionner, ajouter une couche. Parce que c'est ce qu'on veut faire. Ce qui nous intéresse, c'est ajouter une couche. Vous cliquez sur ajouter une couche et d'autres informations vont apparaître. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, les éléments seront un peu plus corsés, mais vous allez juste suivre la pratique et puis ça sera simple. Donc, quand vous cliquez sur ajouter une couche, on vous demande si vous voulez ajouter une couche vectorielle ou vous voulez ajouter une couche raster ou un maillage et consort. Vous devez savoir que les données en cartographie sont un peu plus diverses. On a des données en raster et des données shapefile, qu'on a appelé généralement les données vectorielles. Donc, les shapefiles, en anglais, en français, ça signifie littéralement fichier de forme. Donc, ce sont des fichiers, comme ce qu'on vous a envoyé, ce sont des fichiers qui contiennent des informations alphanumériques, des informations assez pointues d'un espace bien déterminé. C'est bon? Donc, au fur et à mesure, on va rentrer en profondeur, mais on va vous donner juste des éléments assez importants pour pouvoir comprendre ce processus. Donc, après le fichier de forme, on a les fichiers raster. Excusez-moi, formateur, c'est quand je vais essayer d'ajouter quelque chose rapidement là. Lorsqu'on parle de fichier forme, fichier raster, ce sont les types de données qu'on utilise en cartographie. Voilà, il y a les fichiers formes, comme l'a dit, ce sont les données alphanumériques. Mais pour reconnaître ces fichiers formes là, ce sont des points, des lignes, des polygones. Voilà, que lorsqu'on va appeler la carte, vous-même vous allez le constater. Maintenant, pour ce qui est des fichiers raster, il s'agit des images. Voilà, des images qui représentent l'ensemble des pixels. C'est-à-dire, vous-même, votre photo, vous pouvez l'appeler comme image raster. C'est tout ce que je voulais ajouter. Ok, donc j'allais en venir. Merci, collaborateur. Comme je le disais tout à l'heure, là, les fichiers de forme, ils viennent d'expliquer. Et pour les fichiers raster, ce sont des images. Donc, vous pouvez dire, par exemple, je vais t'envoyer mon raster. Peut-être que la personne ne va pas comprendre, mais de façon simple, c'est juste une image. Voilà, c'est juste une image qui contient des pixels. L'assemblage qui fait votre raster. Mais on va aller déjà cliquer sur ajouter une couche. Parce que c'est une couche vectorielle de précision.
ce qui nous intéresse. Donc, vous cliquez sur ajouter une couche. C'est bon? Donc, quand vous cliquez sur ajouter une couche, il y a une fenêtre qui apparaît. Et la fenêtre qui apparaît ici, là, va vous permettre de pouvoir appeler de façon précise votre donnée. Mais là, on ne sait pas ce qu'on doit faire parce que cette fenêtre encore regorge des informations. Pour le type de fichier ici, lorsque nous regardons ici, on nous demande de choisir un type de fichier. De façon basique, quand vous devez appeler une donnée, vous ne devez pas modifier ces éléments-là. Laissez ça sur fichier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que nous avons comme données là se trouve dans notre gestionnaire de fichiers. Voilà, c'est un fichier. Donc, c'est mieux de le laisser là-bas. Au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que vous devez utiliser. Donc, je dis et je précise que vous ne devez pas vous limiter à là. Si vous êtes intéressé par la cartographie, n'hésitez pas à vous former. Le cabinet de cartographie numérique, c'est-à-dire le CCNTS, est également disponible pour ça. Une fois à ce niveau-là, vous allez cliquer sur ce petit cadre, si vous voulez, ce petit carré-là. Quand vous mettez votre curseur dessus, il est écrit parcourir. C'est ce fichier-là je vais dire, c'est cette petite partie qui va nous permettre de déboucher automatiquement sur notre gestionnaire de fichiers où nous allons retrouver le fichier qu'on vous a envoyé dans le groupe. C'est bon? Donc, vous allez cliquer simplement sur ça. Et pour ceux qui ont déjà travaillé, sur le logiciel, normalement, les récents dossiers que vous avez ouverts vont apparaître automatiquement. Voilà, mais nous, là, aujourd'hui, on considère qu'on ne connaît rien. Même moi-même, je ne connais pas. Voilà, il s'est allé chercher sur YouTube et puis ça fait vous apprendre. Voilà. Donc, une fois qu'on est sur notre gestionnaire de fichiers, ce qui est très simple, c'est de retrouver maintenant où vous avez déposé le fichier qu'on vous a envoyé. C'est le challenge. Où vous avez déposé le fichier que vous a envoyé. C'est pourquoi, d'entrée, je vous ai demandé de créer un dossier. Et quand vous avez créé le dossier, le fichier qu'on vous a envoyé, vous pouvez simplement sauvegarder le fichier là dans ce dossier en question. Et puis, vous vous retrouvez facilement. Mais pour moi ici, le fichier, je sais où il est parce que je maîtrise un peu où je l'ai déposé. Donc, je vais aller directement dans le dossier en question. Je pense que nous tous on le voit ici, hein, c'est écrit web binaire 1, le récent fichier que je viens d'ouvrir. Donc, je vais faire un clic dessus. Et étant dans le dossier, on a l'impression qu'il y a un autre dossier à l'intérieur. Donc, c'est écrit sous-préfecture save.shp. Je vais faire, tirer du 8 SHP. Je vais faire double-clic. Et quand j'ouvre, à l'intérieur, il y a beaucoup de sous-fichiers, si vous voulez. Il y a beaucoup de sous-fichiers. Quand on vous envoie une donnée géographique, vous devez savoir que si cette donnée géographique-là est en format shapefile, ce n'est pas un seul fichier que vous allez recevoir, mais c'est plusieurs fichiers. Voilà, c'est plusieurs fichiers que vous allez recevoir dans un fichier, dans un dossier bien défini. Et c'est ce qu'on a ici actuellement. Voilà. Mais il y a un fichier qui nous intéresse. Il y a un fichier qui nous intéresse avec une extension bien définie. Tout à l'heure, on parlait de shapefile, c'est-à-dire fichier de forme. Et le fichier de forme, si vous voulez, le shapefile a une extension appelée .shp. .shp. Actuellement, peut-être qu'on n'a pas les mêmes interfaces pour ceux qui vont travailler. Pour ceux qui ont les mêmes interfaces que moi, je pense que vous allez pouvoir voir ça facilement ici. Quand on regarde dans la partie type de fichier, on voit tous les fichiers à quoi nous avons affaire. Donc, fichiers SPG, DBF. Les fichiers DBF, ce sont des fichiers de type Access. Quand vous installez le pack Office, normalement, il y a un fichier appelé Access. Donc, enfin, il y a un logiciel appelé Access. C'est son extension qui est là. Donc, au fur et à mesure que vous descendez, vous allez voir le fichier en question appelé SHP. Celui-là, c'est écrit fichier SHP. Donc, pour ceux qui ont bien espacé leur écran, vous avez la possibilité de voir, c'est-à-dire type. Pour ceux qui n'ont pas espacé l'écran ou bien qui ont un petit écran, ça sera compliqué de voir l'élément en question. Donc, quand vous arrivez, si vous ne voyez pas, vous allez venir juste devant ici, où c'est écrit nom et où vous voyez les noms des fichiers qui sont dans le dossier en question. Vous allez juste venir, juste devant ici. Et quand vous mettez votre curseur juste à la fin
du nom, c'est-à-dire la partie nom là, votre curseur devient comme une croix, en même temps une petite flèche à deux têtes. Vous allez maintenir clic gauche comme ça, et puis vous allez jouer avec l'élément en question. Donc, pendant que vous êtes en train de faire ça, vous allez voir que euh, les extensions des différents fichiers là vont apparaître pour ceux qui ont activé. Pour ceux qui n'ont pas activé, ce n'est pas grave. Mais si vous n'avez pas activé, vous allez juste chercher, vous allez faire ce que je viens de faire là, soit type ou bien soit décaler l'élément en question pour voir le fichier. Et une fois que c'est bon, vous sélectionnez le fichier en question. J'ai bien dit de sélectionner Shapefile. C'est écrit .shp. Et quand vous sélectionnez, vous allez cliquer juste en dessous ici sur Ouvrir. Vous cliquez sur Ouvrir et vous serez encore sur cette même boîte de dialogue qui nous a permis de partir dans notre gestionnaire de fichiers. Et lorsqu'on est dans le gestionnaire de fichiers ici, qu'on a choisi, qu'on a fait Ouvrir, on sera automatiquement sur l'interface. Une fois que c'est bon, que la couche est chargée, vous allez cliquer sur Ajouter la couche en question. Et normalement, derrière la boîte de dialogue, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer juste en dessous. Donc, une fois que vous avez ajouté, vous pouvez fermer simplement. Il arrive parfois où vous avez votre ordinateur qui plante et vous finissez par faire plusieurs fois ajouter, ajouter, ajouter. Mais pendant que je suis en train de cliquer ajouter, regardez juste à côté ici. Plus je clique sur ajouter, plus les éléments là deviennent assez ici. Pour dire quoi? Au fur et à mesure que vous cliquez sur la couche en question, elle s'ajoute juste à côté ici. Donc, je vais cliquer sur fermer. C'est bon? Donc, vous devez cliquer juste une seule fois pour pouvoir avoir accès à cette donnée-là dans votre zone d'affichage de la carte. Voici les couches, si vous voulez, la couche des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. La couche des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est pas une question, mais nous on est un peu en retard, c'est tout. Effectivement, moi-même, j'aimerais bien savoir comment on fait pour installer l'application. D'accord. Pour l'installation de l'application, Si je pense c'est que gratuit, si c'est payant, modalité. Jenny, vous nous avez pris en marge. Le formateur avait dit que le logiciel QGIS est un logiciel open source. Bien évidemment, ce n'est pas tous les logiciels de cartographie qui sont open source, parce que les autres logiciels, à part QGIS, et puis d'autres logiciels comme Google Earth Pro sont gratuits, mais les autres logiciels sont payants. Mais pour ce logiciel-là, il est gratuit, il est open source. C'est pourquoi vous pouvez télécharger la dernière version 4 qui vient de sortir sur le site qu'on vous a envoyé. Voilà, vous pouvez trouver ça facilement. Ben, pour cette version-là, c'est-à-dire la version 3.20, on va essayer d'envoyer toujours parce que la version 3.20 est assez facile à utiliser bien avant d'arriver dans les autres versions. Quand vous maîtrisez 3.20, normalement, la version 4 qui vient de sortir ne peut pas vous effrayer si vous avez bien maîtrisé la version. Donc, je me ferai l'effort, je ferai l'effort sûrement d'envoyer le fichier dans le groupe. C'est bon, Jenny? OK. Évariste, allons-y, vous avez votre main levée Ok. là. Moi, j'ai le logiciel. Je vous ai suivi tout à l'heure, mais je suis un peu perdu. J'ai pas pu retrouver le fichier sous-préfecture. J'ai tellement cherché jusqu'à bon. Je sais pas si vous pouvez m'aider un peu à retrouver le fichier ou pas. Est-ce que quand on a envoyé dans le groupe, vous avez téléchargé sur votre poste, votre Il faut le ordinateur? renvoyer, s'il vous plaît. Oui, j'ai téléchargé le fichier sur mon ordinateur. Super. Deuxième question. Est-ce que vous avez extrait, ou je dirais, vous avez extrait la donnée qui se trouve dans le fichier envoyé? Oui, parce que actuellement, j'ai tout le fichier à l'œil. J'ai extrait les données. Une fois que vous avez déjà fait ça, est-ce que vous savez où Mhm. vous avez mis le dossier en question? C'est ça le souci. Je sais pas vraiment où j'avais mis le dossier. WhatsApp est connecté à votre ordinateur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous pouvez directement le fichier en question en fonction du WhatsApp. C'est ça? Comment?
avez ouvert le dossier, le fichier envoyé là sur votre WhatsApp directement. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Savoir que quand on vous envoie un fichier sur WhatsApp, même si vous avez téléchargé, il n'est pas directement sur le poste. Il est dans les, si vous voulez, les annales de l'ordinateur, mais il n'est pas directement sur le poste. Donc, ça sera compliqué de voir. Lorsque vous téléchargez comme ça, juste devant le fichier envoyé, il y a une partie, c'est écrit ouvrir. Il y a une autre partie, c'est écrit enregistrer sous. C'est bon? Oui, c'est ça, effectivement. Vous avez ces deux éléments-là. Vous allez cliquer sur enregistrer sous, C'est trouver, fait. mettre et sauvegarder l'élément en question. Et puis, D'accord. donc Allô? là, quand Allô? Ah, je vous allez-y, entends mal. Je vous entends mal. vous ne me recevez pas. Oui, oui, ça va maintenant, je vous écoute. Quand vous finissez de cliquer sur enregistrer sous, vous avez la possibilité maintenant de sauvegarder quelque part, soit sur votre bureau, soit sur, je ne sais pas, dans un dossier de votre gestionnaire de fichiers là-bas. Mhm. Je vais voir si un instant. Bon, juste ici, il vient d'envoyer. Quand vous regardez, il y a ouvrir et puis enregistrer sous. C'est bon? C'est ça. Oui, Je clique sur enregistrer sous. On me demande oui. de sauvegarder quelque part. Mhm. Alors, je peux prendre le bureau peut-être comme ça et je clique sur enregistrer. Et automatiquement, ça sera sur mon bureau, mais en fichier compressé. Donc, si j'ai enregistré par exemple sur le bureau, je peux sortir carrément. Le dossier en question se trouve ici. C'est écrit webinaire 1. C'est bon? Oui, Faites attention à tout ce qui est sur l'écran, hein. Voilà. C'est écrit webinaire 1 ici. c'est ça. Donc, une fois qu'on a ça, pour pouvoir extraire ou décompresser le fichier en question, on va juste faire clic droit sur ça. Mhm. Informations qui vont nous permettre de pouvoir extraire la donnée contenue dans le fichier compressé ici. Soit vous pouvez extraire ici, vous cliquez Mhm. sur suivant. Le travail sera fait. Vous aurez un fichier, un dossier maintenant comme ça. Ou bien vous venez, vous faites clic droit. Si vous avez le logiciel WinRAR installé, vous aurez la possibilité de décompresser avec WinRAR comme ça. Moi, j'ai WinRAR installé. Quand je viens sur WinRAR, c'est également écrit extrait ou bien extrait les fichiers, extrait vers web binaire 1 ou bien extrait ici. Vous choisissez un élément parmi eux pour extraire la donnée en question. D'accord. C'est fait. Oui, c'est fait. Vous avez la possibilité de pouvoir voir le fichier en question dans le logiciel qui guide le processus. C'est bon? Oui, c'est bon, ça va, merci beaucoup. On ne va pas essayer de faire pour tout le monde comme ça. En même temps, vous devez savoir que le replay sera disponible et puis vous allez pratiquer. Pour les questions, n'hésitez pas D'accord. D'accord, à voir. merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Eva, tu peux baisser la main. Y a-t-il d'autres questions pour les autres? OK. Donc, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, ici, je vais considérer que j'ai appelé une seule donnée, hein. Voilà. Comment supprimer après, on va vous montrer tout ça. Donc, je vais considérer que j'ai appelé une seule donnée. Là, on a les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Maintenant, la question que je vais vous poser, selon vous, est-ce qu'on va chercher à travailler sur toutes ces sous-préfectures-là ou bien chercher à travailler sur les sous-préfectures d'un département assez bien défini? Est-ce que c'est possible qu'on travaille sur toutes ces sous-préfectures-là en un coup? Répondez pour les autres. Parlez aussi, hein. Évariste, je viens. Je pense que toi, tu as posé une question, c'est déjà bon. D'accord. Il y a Serge qui dit non, c'est pas possible. Jenny qui lève la main. D'accord, allez-y. Je pense que ça dépend du projet, de l'objectif qu'on vise. Mais ce serait peut-être plus simple de travailler sur des données plus particulières, des sous-préfectures en particulier, pour avoir plus d'exactitude de données, peut-être. D'accord, merci bien pour votre réponse. Déjà, vous devez savoir, c'est possible, hein, c'est possible. Mais nous, en cartographie, là, on ajoute l'esthétique. Déjà, quand on regarde cette carte-là, vous devez savoir que c'est un peu compliqué de se retrouver. C'est un peu touffu déjà. On est obligé de zoomer pour voir certains éléments de façon précise.
Donc, si ça reste comme ça, peut-être qu'on veut juste montrer un peu la forme des sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Et comme elle a dit, en fonction de votre projet, vous pouvez faire le travail qui vous sied. Mais nous, ici, on ne va pas travailler sur toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire parce que c'est un travail qui est assez compliqué. Déjà, quand on vous a présenté le PowerPoint, il y avait, si je n'abuse, on vous a dit quelque part que on avait combien de sous-préfectures en Côte d'Ivoire? On avait plus de 500 sous-préfectures en Côte d'Ivoire. Donc, imaginez que vous devez vous asseoir et puis renseigner les informations. C'est-à-dire qu'on va arriver là-bas. Quand on va arriver là-bas, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Renseigner toutes les informations là, ça va vous prendre du temps. Donc, si c'est un grand projet, effectivement, vous êtes obligé de le faire. Mais si ce n'est pas un projet comme ça, que c'est pour votre propre expertise en faisant des exercices, mieux vous travaillez sur une zone assez réduite pour vous faciliter la tâche. Est-ce que c'est bon? Ok, super. Donc, comme je le disais, on va travailler sur les sous-préfectures d'un département. Donc, les divisions ou je dirais les découpages en Côte d'Ivoire sont bien structurés. On part du district jusqu'aux sous-préfectures. C'est bon? Donc, les sous-préfectures sont contenues dans les départements. Les départements sont contenus dans les régions et les régions sont dans les districts. Et tout à l'heure, j'ai dit, la carte qu'on va essayer de faire pour une bonne prise de main, d'abord, c'est la carte de densité de population des sous-préfectures d'un département, plus précisément le département de Boaké. Voilà, le département de Boaké. Vous pouvez aussi formuler ce même sujet-là pour d'autres zones d'études. Voilà. Donc, c'est notre échelle qui est là. Lorsque vous dites en cartographie, vous travaillez à quelle échelle, ou bien, je ne sais pas, en géographie, vous travaillez à quelle échelle? Vous devez être capable de répondre, je travaille à l'échelle d'une sous-préfecture, je travaille à l'échelle d'un département, d'une région et consorts. Donc, vous devez pas oublier euh, cette expression. Donc, quand on vous demande à quelle échelle, ce n'est pas pour dire mon échelle, c'est 0,5 km. Non, non, ça, c'est pas ça. Ce n'est pas l'information qu'on demande ici, qu'on recherche. C'est plus votre zone d'étude sur laquelle vous travaillez. Donc, je travaille à l'échelle des districts de la Côte d'Ivoire, je travaille à l'échelle des sous-préfectures de tel département, de tel département. C'est bon? Donc, étant donné que nous ne pouvons pas travailler sur tous ces départements-là, que nous voulons travailler sur un département assez bien défini, c'est-à-dire le département de cette sous-préfecture-là, ou je dirais les sous-préfectures de ce département-là, on va essayer d'exporter ou de sélectionner les éléments qui nous intéressent pour cette partie. Donc, comme je disais, quand on a le logiciel, quand on a fini d'appeler la donnée, quand on sait qu'on ne peut pas travailler ou on n'a pas à travailler sur toutes les localités en même temps, qu'on doit travailler sur une petite localité ou une minorité de localités, ce que vous allez faire, c'est l'exporter ou sélectionner la zone d'étude. Alors, pour pouvoir sélectionner la zone d'étude, c'est très simple. Vous devez savoir que le logiciel ici a un cœur. C'est-à-dire ce cœur-là va nous permettre de pouvoir éditer des couches. Ces couches qu'on vient d'ajouter là, on ne pourra pas les éditer si on ne va pas dans cette partie que j'appelle affectueusement le cœur du logiciel, la table d'attributs. Voilà, la table d'attributs, si vous voulez, c'est dans Tam, j'avais parlé de ça. J'avais dit que c'est une partie ou une fenêtre, si vous voulez, une boîte qui nous permet d'avoir accès à toutes les données alphanumériques d'un fichier, d'une couche, pour être plus précis. Voilà. Donc, la table d'attributs va nous permettre de pouvoir voir ces éléments. Donc, de façon facile, comment avoir accès à la table d'attributs afin de sélectionner notre zone d'étude? C'est très simple. Vous allez venir juste dans la partie panneau de couches. On vous a présenté un peu le logiciel, hein. Donc, dans la partie panneau de couches. Et une fois dans la partie panneau de couches, normalement, la donnée que vous avez ajoutée a déjà son nom ici. Save limite sous département, c'est le nom de cette donnée que nous avons ici actuellement. Donc, vous allez faire juste clic droit sur la donnée en question. Et puis, vous allez chercher l'information, ouvrir la table d'attributs. L'information, ouvrir la table d'attributs. Donc, quand je finis de cliquer, je descends. Je suis un débutant, donc je cherche doucement, 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 doucement. Et je vais voir ouvrir la table d'attributs. Je fais un clic dessus. Et cette fenêtre va apparaître. Vous devez savoir que cette fenêtre-là est
la fenêtre que j'ai appelée le cœur du logiciel. Bien évidemment, il y a beaucoup de cœurs, hein, voilà. Mais pour cette partie-là, je l'appelle le cœur du logiciel. Donc, pour pouvoir vous rappeler, demain, quand vous allez faire peut-être des petits exercices, dites-vous, ah, quand on a fini d'appeler la donnée, on est parti dans le cœur du logiciel. Ah, d'accord, le cœur, c'était la table d'attributs. OK, chacun pourra donner un nom pour pouvoir se retrouver facilement quand on est débutant et apprenant la cartographie. Chacun n'a qu'à donner un nom. Et une fois qu'on est dans le cœur du logiciel, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, des informations assez précises qu'on n'avait pas au départ quand on regardait simplement l'interface ici. Mais quand on rentre dans la table d'attributs, on a beaucoup d'informations. Et la table d'attributs également, comme le logiciel, puisque c'est une partie de logiciel, a des parties. Donc, la zone d'affichage des données, tout ce que vous voyez ici, ces données alphanumériques là, c'est la zone d'affichage des données. Il y a la barre des outils. Ici, il n'y a pas de barre des menus, hein, voilà. Il y a la barre des outils. Et après la barre des outils, il y a la barre d'état également. Voilà, la barre d'état avec des éléments qui peuvent nous intéresser. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, cette barre d'état-là, on va laisser d'abord. Après cette barre d'état, on a la zone d'affichage des données. Pour cette zone d'affichage, comment on explique ou comment on comprend? C'est très simple. Il y a des colonnes et puis il y a des lignes. Cette partie-là, normalement, ceux qui utilisent Excel, ça doit vous parler. Voilà, ça doit vous parler un peu. C'est un peu le même style d'affichage. Donc, des colonnes et puis des lignes. Les lignes comportent des informations, des colonnes comportent des informations. C'est bon? Donc, quand vous devez choisir une information ou chercher une information, tenez compte de la colonne et tenez compte de la ligne. Tout à l'heure, là, vous allez comprendre. Ici, on veut avoir les sous-préfectures du département de Boaké. Ou bien, je ne sais pas, une autre sous-préfecture, un autre département, ça dépend de vous. Mais des sous-préfectures du département de Boaké. Déjà, vous devez savoir que toutes ces sous-préfectures qu'on a actuellement ne sont pas ordonnées. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mais nous, à notre niveau, comme on a parlé d'ordre au départ, je l'ai bien signifié, on a parlé d'ordre au départ, donc on va essayer d'ordonner ces noms-là afin de se retrouver. Et après ça, je vais vous poser une question tout à l'heure là, et puis vous allez répondre. Donc, pour pouvoir ordonner des éléments dans la table d'attributs que j'ai appelée le cœur du logiciel, vous allez venir juste au niveau des colonnes. Donc, au niveau des colonnes ici, on a layer, nom, sous-préf, P-code 1, P-code 2 et tutti quanti. Beaucoup d'informations. Mais ce qui va nous intéresser, puisque nous, on veut les noms d'abord de ces différentes sous-préfectures, on va juste venir dans nom ou bien sous-préf, ça va dépendre de vous. Et puis, vous allez cliquer, vous allez faire juste double-clic sur le nom, sur le champ, ou bien si vous voulez, la colonne nom. Donc, comme j'ai parlé de champ, je vais vous dire en même temps que les colonnes sont également appelées champs. Voilà, les colonnes sont également appelées champs. Donc, au fur et à mesure, les expressions vont sortir et puis vous allez comprendre un peu plus certains éléments. Les colonnes sont également appelées champs. Les lignes, là, on peut parler de records. Voilà, record ou bien ligne d'enregistrement simplement, ou bien ligne de façon précise. Donc, vous allez faire juste double-clic sur la colonne ou le champ nom, comme ça. Et vous allez voir qu'au départ, on était à ce niveau, c'est-à-dire tout était mélangé, les T étaient avant les A, les T étaient avant les H et consorts. Mais quand on fait double-clic sur nom, on voit que tout est ordonné, tout de A jusqu'à Z. Si je descends, vous allez voir que tout est ordonné à qui suit un peu l'ordre de l'alphabet de A à Z. C'est comme ça qu'on fait pour ordonner un champ ou une colonne sur QGIS. Et lorsqu'on a fini d'ordonner, ma question est la suivante. Selon vous, le département de Boaké comporte combien de sous-préfectures? Il ne faut pas que quelqu'un va aller faire recherche sur IA là-bas. Hein. Venant parler colo-colo ici. Le département de Boaké comporte combien de sous-préfectures? Ou bien même n'importe quelle zone. Le département de... Bon, on va laisser sur Boaké d'abord. Le département de Boaké comporte combien de sous-préfectures? Quand j'ai posé la question, personne n'a répondu. Pour ceux qui vont regarder le replay, personne n'a répondu. Et là, vous devez savoir que là, c'est un problème. On n'arrive pas à connaître les sous-préfectures d'un département. On n'arrive pas à connaître les départements d'une région. Mais vous devez savoir que quand vous allez faire la cartographie,
plus vous allez pratiquer la cartographie numérique sur QGIS, vous allez maîtriser la Côte d'Ivoire. Et c'est très simple. Vous allez maîtriser la Côte d'Ivoire. Quand on va vous demander, par exemple, dans un concours de pro d'intello, on vous demande automatiquement euh, quelles sont les sous-préfectures peut-être du département de Tia-Salé. Automatiquement, vous commencez à parler parce que vous avez plus pratiqué et la pratique vous a forgé, vous êtes devenu bon. C'est le même principe ici. Actuellement, on ne connaît pas. Nous tous ici, on ne connaît pas. Mais on a des techniques pour pouvoir connaître. Quand on ne connaît pas les sous-préfectures d'un département, on va simplement chercher dans la même couche qu'on vous a envoyée. Chacun a sa donnée. Mais nous, la donnée qu'on vous a envoyée là, c'est très, très simple de se retrouver en termes de quelle sous-préfecture appartient à quel département. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on procédait par quoi? Double-clic sur le champ, sur un champ pour pouvoir ordonner le champ en question au niveau des noms. C'est le même principe qu'on va faire. Mais dans tous les champs qu'on a ici actuellement, il y a un champ qui est appelé département. Et ce champ-là, normalement, quand on va là-bas, on peut retrouver tous les départements, ou je dirais le nom des départements des sous-préfectures qu'on a juste devant ici, puisque c'est la couche sous-préfecture qu'on a appelée. Donc, tout à l'heure, vous allez comprendre le principe. Donc, vous allez chercher la couche, ou je dirais le champ département. Le champ département, quand je clique par exemple de layer, non, étude quanti, juste après zone humaine, si vous voulez, ou bien zone vous allez voir département sans T à la fin. Celui-là, vous allez faire juste double-clic. Et normalement, tout sera ordonné. Donc, département, enfin, Abengourou, tout ça là, ces informations qu'on a ici actuellement sont reliées à tous les éléments qui sont à droite ici. Ces informations qu'on a, par exemple, ici également sont dans l'interface, ou je dirais dans la colonne nom, dans la colonne sous-préf P-code. Tout est lié. Mais quand on ordonne ici, c'est pour faciliter le choix de la zone d'étude. Ce que vous devez savoir maintenant, comme on ne connaissait pas le nom des sous-préfectures, enfin, du département de Bouaké, on devait ordonner d'abord le champ département, de sorte que tous les départements ou les sous-préfectures qui ont le même département soient ordonnés en partie. Et c'est ce qu'on vient de faire ici. Si on a 5 Abengourou ici, ou bien, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Abengourou ici, on doit savoir que le département d'Abengourou a en son sein 7 sous-préfectures, lesquelles, si je viens devant ici, je vais voir que j'ai la sous-préfecture à Bangourou elle-même. À Bangourou est une sous-préfecture, bien étant qu'elle soit un département, c'est-à-dire cette zone d'études-là. Amélékia est une sous-préfecture. À Niassou est une sous-préfecture également. Donc, toutes ces sous-préfectures-là, on peut retrouver leur nom ici, mais eux tous font partie du département d'Abengourou. Nous, on veut retrouver le département de Bouaké, ou bien les sous-préfectures du département de Bouaké. Vous allez simplement descendre. Voilà, vous allez scroller avec votre roulette, pour ceux qui ont des curseurs, enfin des souris. Vous allez descendre carrément, descendre, pour essayer de retrouver Bouaké. Donc, je vais juste mettre Bouaké un peu en haut, là, chacun va voir. Donc, ici, Bouaké. Ça, voici Bouaké ici. Donc, quand je regarde bien, je vois Bouaké. Donc, tout à l'heure, la question que j'avais posée, c'était quelles sont les sous-préfectures du département de Bouaké? Personne n'a répondu. Mais je vous informe que le département de Bouaké compte 2, 3, 4, 5 sous-préfectures. Et les sous-préfectures, là, on va voir les noms tout à l'heure, là. Juste devant ici, si on regarde, on peut voir, on a Bouaké, Bunda, Probo, Djebonois. Et puis le dernier, si vous voulez, la dernière sous-préfecture, c'est Mamini. Là, vous venez d'apprendre quelque chose. Sans même aller bosser un document, un document administratif pour le découpage de la Côte d'Ivoire, vous venez de savoir que le département de Bouaké a 5 sous-préfectures. Et là, on a déjà vu les sous-préfectures, on a localisé nos sous-préfectures. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est exporter la sous-préfecture. Mais on ne peut pas exporter une sous-préfecture si on ne l'a pas sélectionnée. Donc, comment sélectionner la sous-préfecture en question? C'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour sélectionner la sous-préfecture ou les sous-préfectures du département de Bouaké,
C'est très, très simple. Vous allez d'abord cibler la première sous-préfecture. Donc, quand je clique, par exemple, ici dans la partie département, là, je clique ici pour pouvoir me retrouver, pour ne pas me perdre. Donc, je vais suivre maintenant cette colonne-là. Je suis cette colonne-là jusqu'à ce que j'arrive dans la partie non. Voilà, dans la partie non ici. Et une fois que j'arrive sur cette partie-là, je vois que c'est la première sous-préfecture qui est la Boaké, parce que c'est également une sous-préfecture. Et juste devant encore, juste avant layer, vous allez voir des numéros. Ces numéros-là vont nous permettre de pouvoir sélectionner les zones d'études en question. Et là, j'ai dit qu'on a 5 sous-préfectures. Vous allez cliquer par exemple sur le numéro 124, pour ceux qui seront là. 124. Vous allez voir que quand je clique sur 124, c'est toute la ligne qui est sélectionnée. Parce que toute cette ligne-là regorge plutôt plusieurs informations, toute cette ligne en question. Donc, quand on clique par exemple sur 124, on a déjà sélectionné la première sous-préfecture. Mais quand je clique sur 125, automatiquement, la première sous-préfecture que j'ai sélectionnée là n'est pas sélectionnée. Mais on est parti, le bleu est parti automatiquement sur Bunda. Là, vous devez savoir que on doit maintenir un bouton avant que toutes ces sous-préfectures-là soient sélectionnables. C'est bon? Donc, une fois sur 124, vous allez maintenir sur votre clavier la touche CTRL. CTRL qu'on appelle affectueusement contrôle. C'est bon? CTRL qu'on appelle affectueusement contrôle. Vous maintenez cette touche-là. Et puis, vous allez venir cliquer maintenant sur Bunda, où je dirais le numéro 125. Vous allez voir que là, on n'aura pas un seul bleu, mais deux bleus qui vont... Bon, enfin, la couleur bleue que vous voyez là, ça signifie que vous avez sélectionné un élément. Hein. Voilà. Donc, vous cliquez sur Bunda, vous cliquez sur 126. Et pendant que vous cliquez là, n'oubliez pas de regarder le département. Hein. Voilà, 127, 128. Là, quand on regarde bien, on a sélectionné que les éléments, je dis bien, que les éléments de notre zone d'étude. Que les éléments de notre zone d'étude. C'est-à-dire les sous-préfectures du département de Boaké. OK. Donc, quand on finit de sélectionner la zone d'étude comme ça, ce qu'on va faire, regardez bien la manipulation que je vais faire. Vous devez cliquer uniquement sur la croix, cette croix-là, qui est appelée fermée de la table d'attributs. Parce que si vous cliquez sur ça 2 fois, attendez, je vais basculer, vous allez voir. Quand on clique 2 fois, automatiquement, ça là est concerné. Donc, si vous cliquez sur ça également, vos projets, le projet cartographique que vous avez commencé sera perdu si vous n'avez pas sauvegardé. Donc, il est important, ou si vous voulez les notoires d'ailleurs, de faire attention quand on fait un clic. Donc, vous allez cliquer juste une fois sur ça. Et vous serez sur cette zone-là, c'est-à-dire l'interface qu'on avait au départ. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez, les gars? La zone de Boaké est peinte en jaune, je pense. La zone du département de Boaké, oui. Donc là, on vient de comprendre qu'on a sélectionné une zone d'étude. Et quand on sélectionne la zone d'étude, généralement sur QGIS, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein? C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est très, très facile. Donc, quand c'est en jaune, ça sous-entend qu'on a, de façon simple, qu'on a sélectionné une zone d'étude. Mais là, on ne va pas rester juste à la sélection. Une fois qu'on a sélectionné, j'ai dit dans le temps qu'on allait exporter la zone d'étude concernée. Donc, on va exporter la zone d'étude. Et comment exporter la zone d'étude? C'est ce qu'on va faire maintenant. Et rappelez-moi, juste à la fin, je vais vous montrer comment enregistrer le projet. Comme ça, pour le prochain jour, ça pourra nous faciliter la tâche pour ceux qui auront fait la pratique. C'est très important de faire la pratique. Ne négligez surtout pas, parce que c'est une formation d'initiation qui va vous booster quelque part. Votre CV sera garni forcément. Donc, quand on finit de sélectionner la zone d'étude, vous devez savoir que une fois que nous, on entend, en tant que cartographe, quand tu entends sélectionner zone d'étude, et quand tu as sélectionné, tu dois exporter. Tu dois exporter obligatoirement, sinon, si ce n'est pas pour juste une présentation, tu dois exporter. Parce que si tu n'exportes pas, la zone que tu as sélectionnée, c'est inutile en fait. C'est inutile. Donc, quand on finit de sélectionner et puis notre zone est en jaune comme ça, on va simplement venir dans notre barre d'outils ici. C'est bon? Dans notre barre d'outils. Et une fois qu'on est dans la barre d'outils, si vous voulez, j'ai parlé
de panneaux, excusez, panneaux de couches. Donc, une fois on est dans les panneaux, plus précisément couches, vous allez faire clic droit. Vous allez faire clic droit. Et quand vous faites clic droit ici, vous allez chercher exporter. Donc, clic droit et vous allez chercher exporter. Donc, je vais faire encore la méthode du nouveau. Il y a zoomer ici. Donc, je descends, je descends, je descends, je descends et je cherche exporter. Là, je vois exporter. Je clique sur exporter et il y a encore une petite fenêtre qui va apparaître. Si vous voulez, une petite boîte. Donc, quand je clique sur exporter, là, j'ai sauvegardé les entités sous et j'ai sauvegardé les entités sélectionnées sous. Selon vous, qu'est-ce qu'on va prendre? Entité sélectionnée sous. Pourquoi? Parce que ce sont les entités qu'on a sélectionnées qui doivent être exportées. Que c'est intéressant, non? C'est assez simple quand on essaie de faire attention à ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc, on a sélectionné des entités. Ce sont des entités qu'on veut exporter. C'est pourquoi on va prendre sauvegarder les entités sélectionnées sous. Pour ceux qui regardent le replay, si vous prenez sauvegarder les entités sous, vous devez savoir que c'est toute cette carte-là que vous allez exporter encore. Donc, vous avez fait le travail du paresseux. Vous avez sélectionné pour juste exporter encore tous les éléments qu'on a ici. Donc, vous allez cliquer sur exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous et cette fenêtre va apparaître. Cette fenêtre va apparaître. Voilà, cette fenêtre va apparaître. Et en tant que nouveau sur le logiciel, normalement, au niveau de format ici, vous allez voir, ça sera peut-être écrit GeoPackage. Vous, ça sera écrit GeoPackage. De façon normale, hein, on ne va pas rester sur GeoPackage. Vous allez venir au niveau de format, vous cliquez sur GeoPackage et vous allez prendre S3 Shapefile. S3 Shapefile. Vous allez cliquer sur S3 Shapefile. Et une fois que vous cliquez sur S3 Shapefile, vous allez maintenant venir sur nom de fichier. Et au niveau des noms de fichiers, vous devez savoir qu'on doit donner un nom au fichier que nous avons, que nous voulons exporter. Et pour pouvoir exporter, le nom, on ne va pas écrire ici directement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on écrit ici directement, le fichier que nous allons exporter là sera un fichier temporaire. Un fichier temporaire. Or, nous, on ne veut pas des fichiers temporaires. Donc, on ne va pas écrire le nom ici. Mais si vous vous rappelez du petit bouton là, qui est appelé bouton parcourir, ce bouton va nous servir à aller sauvegarder le fichier que nous voulons exporter là dans le dossier que nous avons créé au départ. C'est pourquoi chaque détail compte. Vous allez cliquer sur parcourir, le petit bouton en question, et vous allez sortir encore sur votre gestionnaire de fichiers, l'interface de gestionnaire de fichiers ici. Et vous allez venir dans... moi, j'ai créé le dossier sur le bureau. Donc, vous venez sur le bureau et vous allez chercher le dossier que vous avez créé. Moi, j'ai juste écrit C1. Je voulais écrire 4, j'ai juste écrit C1. Donc, moi, j'ai déjà vu mon dossier ici. Je vais juste faire double clic dessus. Je vais juste faire double clic dessus pour que je sois dans le dossier. Je précise que si vous voyez le dossier ici, vous n'êtes pas encore dans le dossier. Vous devez faire double clic sur le dossier comme ça pour être dans le dossier. Et juste après ça, vous allez maintenant venir en dessous ici où c'est écrit nom du fichier. Voilà, où c'est écrit nom du fichier. Et là, vous allez écrire le nom du fichier. Donc, ce qu'on veut exporter ici, c'est quoi? Quelqu'un pour répondre, ce qu'on veut exporter ici, c'est quoi? Ce qu'on veut exporter ici, c'est La sous-préfecture de Boaké. sous-préfecture, il faut préciser, du département de Boaké. Voilà, sous-préfecture du département de Boaké. Donc, vous allez écrire simplement, hein, de façon simple, sous-préf ou bien SP pour abréger. Voilà, SP, SP, département de Boaké. Vous devez savoir que ce nom qu'on écrit là, il est aléatoire. C'est pour juste vous retrouver dans vos projets. Donc, SP, département de Boaké. Bon, je vais mettre un peu... je vais laisser comme ça, c'est pas mieux, c'est pas grave.
Donc, SP département de Boaké. Et là, vous allez cliquer sur enregistrer. Et une fois que vous cliquez sur enregistrer, vous allez cliquer sur OK. Là, vous venez d'apprendre comment exporter des éléments ou des données sélectionnées. C'est bon? Des données sélectionnées. C'est très simple. Donc, une fois qu'on a fini d'exporter la zone d'étude en question, comme on n'a pas besoin des sous-préfectures de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éliminer les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas supprimer définitivement. On va juste décocher ça de sorte qu'on ait seulement notre zone d'étude. Donc, vous allez venir dans panneau de couche ici. Et une fois dans panneau de couche, vous allez voir qu'il y a deux couches. Vous allez décocher la première couche en cliquant sur cette petite case. Vous cliquez dessus simplement comme ça. Vous allez voir que toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire vont partir. Et on aura simplement les sous-préfectures du département de Boaké. Est-ce que ça va? Je pense que ça va. Donc là, quand on a fini, tout à l'heure, quand on a ajouté les couches des sous-préfectures de Côte d'Ivoire, on a vu que ça avait pris totalement notre zone d'étude, c'est-à-dire notre zone d'affichage de cadres. Mais cette fois-ci, là, ça là, c'est un peu plus petit dedans. Et puis, on n'arrive pas à se retrouver. Donc, c'est très simple pour pouvoir le faire. Vous allez juste venir ici, sur sous-préfecture, ou je dirais SP département de Boaké. Voilà, vous faites clic droit et vous cliquez sur zoomer sur là où les couches, comme ça. Et automatiquement, votre couche département de Boaké va s'agrandir et prendre toute l'interface de votre zone d'affichage de carte. C'est bon? Donc, une fois qu'on a l'interface ou la zone d'affichage de la carte, ce qu'on va faire ici, c'est très simple. On va faire deux éléments assez importants et puis on va arrêter là. Puis je pense qu'on va continuer au fur et à mesure. Peut-être les autres vont essayer, vous allez essayer de vous exercer sur ça au fur et à mesure. Donc, on va vider le fond parce que cette couleur-là, normalement, si on laisse comme ça, c'est que on doit, dans la légende, vous dire à quoi cette couleur-là ou cette couleur-là représente quoi, si vous voulez de façon simple. Comme cette couleur-là ne représente rien actuellement, on doit vider ce fond-là, on doit enlever cette couleur-là pour ne garder que le contour du département de Boaké, le contour uniquement. Donc, on va vous montrer comment vider le fond de la zone d'étude. Et en même temps, j'essaie à savoir comment donner un nom à tous ces sous-préfectures-là. Parce que si je posais la question, par exemple, à Serge, connaissez Serge, si je lui demandais où est le département, où est la sous-préfecture de Boaké, ou bien où est la sous-préfecture de Béomi, ou Mamini, comme on vient de le dire tout à l'heure là, il ne va pas pouvoir répondre. Donc, nous, on ne va pas se casser la tête. Et comme je l'ai dit, avec le logiciel, on peut retrouver et se former, plus même maîtriser la Côte d'Ivoire. C'est bon? Il y a Évariste qui a levé la main. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez demandé de supprimer les autres couches TASI, les autres sous-préfectures alentours de celles qu'on avait sélectionnées tout à l'heure. J'ai essayé de supprimer, mais c'est toujours, ça y est, toujours, les autres couches sont toujours là. Je n'arrive pas à les retirer. C'est que quand tu es en train d'exporter tout à l'heure là, au lieu d'exporter les sous-préfectures sélectionnées, toi, tu as pris sauvegarder l'identité sous automatiquement. Donc, sûrement, il a exporté toute la donnée encore à nouveau au lieu d'exporter la zone d'étude. Non, 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 non. Elle est là depuis que j'ai ouvert le fichier. J'ai suivi ce que j'avais dit, non, mais celle-là est là depuis que j'ai ouvert le fichier. Parce que là, je vois plusieurs départements qui ont été ouverts avec plusieurs couleurs. Bon, je ne vois pas trop. Vous avez combien ici? Vous avez combien de couches ici? Comment? Combien de couches ici? Ici, juste à ce niveau-là. Combien de couches TASI? Ici. Ça fait une couche. Ça, c'est une autre couche. Quand je combine les deux, ça fait deux couches. Maintenant, Ah si vous oui, je combinez, vois. J'ai plus de 7 couches. tout à l'heure, je disais que quand on essaie d'appeler une donnée là, et on clique plusieurs fois sur ajouter, ça va ajouter plusieurs fois. Ah, Vous voyez un d'accord. peu. Donc, c'est pour ne pas ajouter plusieurs fois. J'avais dit, faites attention quand vous cliquez. C'est bon? Oui, oui, je vois, je comprends mieux maintenant. Si tu as cliqué sur plusieurs et puis tu as plus de cette couche, ce que tu vas faire,
Tu vas décocher, décocher jusqu'à laisser la seule couche, la sous-préfecture département de Boaké. Tu décoches tout. D'accord. C'est que ça, Oui, boum, sur la couche. c'est ça, c'est venu. C'est Donc, ça. nous sommes au J'ai la couche du bâtiment du baquet. Donc, en deuxième position, comment vider le fond d'une couche? C'est très simple. Pour vider le fond d'une couche, pour n'avoir que le contour de la zone d'étude en question, le même travail qu'on a fait tout à l'heure, là, on va faire la même chose là. Vous allez venir sur la couche, c'est-à-dire pendant des couches, la couche concernée, la couche que nous voulons vider son fond là. Vous faites clic droit. Et une fois que vous faites clic droit ici, vous allez descendre carrément à la dernière information et prendre propriété. Et normalement, vous aurez cette fenêtre-là. Vous aurez cette fenêtre. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire clic droit. Vous pouvez faire simplement double-clic sur la couche en question. Voilà. Double-clic sur la couche en question. Et vous avez la possibilité d'avoir accès à cette partie assez importante. Donc ça, c'est, si vous voulez, les propriétés de la couche que nous avons appelées. Donc, peut-être pour ceux qui viennent d'ouvrir le logiciel, vous savez peut-être sur information, source, ou bien, je ne sais pas, n'importe quelle partie. Mais la partie qui va nous intéresser, pour qu'on puisse vider le fond de la couche en question, c'est symbologie. 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 Voilà, symbologie. Donc, une fois sur symbologie ici, ce que vous allez faire, c'est de venir dans cette partie de la fenêtre. C'est écrit remplissage simple en dessous et puis remplissage en grand. Donc, remplissage simple, c'est un sous-élément du remplissage. Mais actuellement, on ne peut pas vider le fond parce qu'on n'a pas encore sélectionné l'élément qui va nous permettre de vider le fond. Vous allez juste venir sur remplissage simple ici, faire un clic sur remplissage simple. Et une fois que vous cliquez sur remplissage simple, vous allez venir sur couleur de remplissage, juste ici. Vous allez cliquer sur la petite flèche, juste devant couleur de remplissage, il y a une couleur. Et juste devant la couleur là, vous avez une petite flèche qui a une direction vers le bas. Voilà, la petite flèche en question là. Vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez voir remplissage transparent. Vous allez voir remplissage transparent. Vous allez cliquer dessus, comme ça. Remplissage transparent. Et puis, vous allez faire appliquer. Pour ceux qui ont essayé de déplacer leur fenêtre juste comme ça, normalement, à côté ici, vous allez voir que tout est vide. C'est comme ça qu'on fait pour vider le fond d'une zone d'étude. On a fini de vider le fond. Mais là, il y a un truc qu'on doit faire encore pour pouvoir connaître le nom des sous-préfectures de ce département-là. C'est la dernière partie qu'on va voir. J'avais bien envie de continuer avec vous jusqu'à ce que terminer, mais l'aventure ne fait que commencer. Et puis, on aura d'autres séances de formation. Vous aurez peut-être une semaine, je ne sais pas, une semaine. Vous aurez, vous-même, vous allez vous donner des exercices. Vous voulez trouver peut-être le département d'une zone d'étude. Vous allez travailler sur ça. Je vous assure, ceux qui vont chercher à travailler ou ceux qui vont travailler, quand on va revenir encore faire la formation, ça sera facile pour vous. Ça sera facile pour vous. Voilà. Juste avec cette compétence-là, vous pouvez partir postuler quelque part. Hein. Si on vous demande simplement d'appeler une couche de vider son fond, vous pouvez faire ça et puis c'est fini, vous êtes embauché. Ouais. Voilà. Donc, quand on finit de vider le fond, il faut qu'on... Ça fait rire, mais c'est une réalité, les gars. C'est une réalité. Il faut qu'on étiquette maintenant ce qu'on appelle l'étiquetage. Il faut qu'on étiquette la couche de sorte que on puisse connaître les noms de ces différentes localités-là. Donc, pour étiqueter la couche, juste en dessous ici de symbologie, vous allez voir étiquette. Vous allez cliquer sur étiquette. Vous allez voir, vous allez cliquer sur étiquette. Et normalement, la partie d'étiquette là, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Pourquoi? Parce que juste en haut ici, l'information qu'on a, ce n'est pas d'étiquette. Donc, on doit cliquer sur cette partie-là pour essayer de développer, voir un peu les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, une fois que vous cliquez sur étiquette, que vous voulez donner les noms de ces différentes parties-là, vous allez cliquer sur par l'étiquette. C'est bon? Vous allez cliquer sur par l'étiquette. Et quand vous cliquez sur par l'étiquette, vous allez partir sur étiquette simple. Étiquette simple. Voilà, étiquette simple. Vous cliquez sur étiquette simple. Et automatiquement, cette partie-là va apparaître.
Cette partie est une partie assez importante pour tout cartographe. Une fois que vous maîtrisez ça, pour une première, c'est fini. Le reste là, c'est un cadeau. Quand on clique sur l'étiquette, on voit que des informations apparaissent. Des informations apparaissent. Mais ces informations-là, comment les comprendre? Au niveau de valeur, je vais essayer de déballer. Et vous allez me dire à quoi cette valeur-là vous renvoie. Ou toutes ces informations qui sont à l'intérieur des valeurs-là vous renvoient. Quelqu'un peut me répondre? Évariste, allez-y. Excusez-moi, j'ai pas encore ouvert les valeurs là. Je ne vais pas encore ouvrir. Mais tout à l'heure, on était dans la table d'attribut, non? Oui, oui. Oui. Maintenant, pour la table d'attribut que tu as vue là, et quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu comprends? Ou bien qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je vois que ce qui est dans les têtes attribuées se retrouve encore ici. Donc, les éléments qui sont dans la partie valeur, là, ce sont les mêmes éléments qu'on a retrouvés dans la table d'attributs. Donc, vous devez savoir que pour étiqueter une couche, c'est-à-dire pour lui donner le nom d'une zone d'étude, là, on doit connaître la couche, je dirais le champ ou la colonne qui comporte les informations comme nom, ou bien, je ne sais pas, les informations non qu'on peut utiliser pour étiqueter notre zone d'étude. C'est bon? Et là, quand vous connaissez ça, quand vous arrivez dans la partie étiquette, là, ça devient facile pour vous d'étiqueter la zone d'étude en question. C'est bon? Et nous, de l'autre côté, quand on était là-bas, la partie nom comportait les noms des sous-préfectures, mais en minuscules. Et la partie sous-préf, ici, ça là, sous-préf, comportait les noms, si vous voulez, les noms des sous-préfectures en majuscules. C'est bon? Après, vous pourrez essayer. Nous, on va prendre les noms en majuscules là. Après, vous allez essayer les noms en minuscules. Et quand vous aurez des problèmes, on va essayer de se comprendre encore. Donc, vous allez cliquer simplement sur sous-bref ici. Là, c'est la valeur qu'on va prendre. Et cette valeur-là signifie que c'est cette couche-là on veut avoir comme source d'étiquetage qui va nous permettre de donner les noms à ces différentes sous-préfectures. Après, allez-y vérifier, vous allez voir l'intérieur ou le contenu de ce champ. Voilà. Donc, quand on a fini de cliquer ici, il y a des informations ici qui nous intéressent. Donc, on voit qu'il y a texte, formatage, tampon, max, arrière-plan, ombre, connecteur, position, rendu et tutti quanti. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la seule partie de l'étiquette qui est texte. C'est cette seule partie qui va nous intéresser. Quand vous êtes en train de faire vos projets Quand vous êtes en train de travailler sur QGIS, enfin, sur Word, ou bien Excel ou PowerPoint, il y a toujours une partie où on vous demande de remplir, comment je vais appeler, de déterminer la taille, de déterminer la police, de déterminer le style et consort. C'est cette partie de ce logiciel-là qui nous permet de le faire. Voilà. C'est cette partie du logiciel. La mise en forme. La mise en forme, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais j'ai l'impression que vous êtes en avance que les autres. Alors là, moi, je ne connais rien. On y vient de découvrir le logiciel. Donc, c'est le peu qu'on a eu à apprendre avec YouTube là. On essaie de vous montrer. C'est bon? Peut-être que demain, il y a à apprendre comment on fait ce que tu as dit là, et puis on va revenir. C'est bon, non? Voilà. Donc, moi, ce que j'essaie dans mes recherches actuelles là, c'est cette partie-là qui nous permet de donner les différents noms, enfin, d'étiqueter notre couche pour avoir le nom de ces localités-là. Donc, une fois qu'on a ça et qu'on a fini de déterminer la valeur, on vient sur texte. Et au niveau de texte ici, on va changer la police. Si je viens par exemple sur la petite flèche de devant ici, quand je clique, normalement à l'intérieur, vous devez savoir qu'il y a plusieurs polices. Il y a plusieurs polices. Mais pour ceux qui sont étudiants, pour ceux qui ont fréquenté, je ne sais pas, dans les universités ou bien qui ont fait des projets, on vous demande généralement de travailler avec la police standard Time New Roman. Ce n'est pas cette seule police-là qui existe au monde. Quand vous regardez là, quand vous allez défiler, vous-même, vous allez voir, il y a plusieurs polices au monde. Les designers ils connaissent bien ça. Un designer ne peut pas travailler sans ces polices-là. Parce que chaque information sur une affiche a une signification assez importante. Et la police ici vous permet de comprendre une signification assez importante sur une carte, ou je dirais même, on va laisser le domaine de carte même, sur une affiche. Donc ceux qui font les affiches, qui ne comprennent pas le sens des polices,
je ne vais pas dénigrer quelqu'un, hein, mais ce ne sont pas des designers. Ce sont juste peut-être débutants ou amateurs qui n'ont pas encore maîtrisé ces informations. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, on nous a appris à utiliser juste une seule police. Ici, là, vous pouvez utiliser plusieurs polices. Mais la cartographie et l'esthétique vont de pair. Donc, vous êtes dans l'obligation d'utiliser des polices qui ne vont pas vous rendre la tâche difficile. Donc, nous, on va prendre Arial. Vous allez supprimer tout ce qui est à l'intérieur là. Et vous allez écrire Arial. Simplement comme ça. Même en écrivant AR, automatiquement, Arial va apparaître. Voilà. Automatiquement, Arial va apparaître. Et là, au niveau des styles, vous pouvez modifier, vous pouvez déballer, peut-être mettre en gras, gras italique, italique, black, narrow, ainsi de suite. Moi, je vais prendre gras italique aujourd'hui. Les autres, là, vous pouvez prendre simplement, peut-être, je ne sais pas, gras ou bien italique simplement, et puis avancer. Donc, gras italique. Et puis, en dessous, je vois taille. En dessous, je vois taille. Et au niveau de la taille, on va mettre 12, simplement. Ou bien, ouais, au niveau de la taille, on va mettre 12. Donc, vous mettez 12 et une fois que c'est bon, vous allez venir simplement au niveau de cette partie-là, appliquer, appliquer, OK. Donc, vous allez cliquer sur appliquer et puis vous allez faire OK. Donc, actuellement, nous avons le nom des sous-préfectures du département de Boaké. Je vais vous emboîter le père. Je devais vous poser une question, mais pourquoi cette partie, il n'y a pas d'information? Mais je vais vous emboîter les pas. Vous devez savoir que le champ qu'on a utilisé pour étiqueter cette couche-là, dans la partie Boaké, là, il n'y avait pas de nom. Donc, c'est vous-même qui devez aller mettre le nom. Ce n'est pas un problème. Je vais changer rapidement pour que vous puissiez voir que ça fonctionne. Il n'y a pas que vous soyez limité. Au niveau des valeurs, là, je vais prendre non. Je vais prendre non. Je vais faire appliquer OK. Voilà. Appliquer OK. Donc, voici que tout est sorti. Parce que dans le champ, non, là, tout était là-bas. Donc, voici un peu les informations qu'on pouvait avoir quand on finissait d'étiqueter la couche. Là, quand on étiquette, on a quoi? On a les différentes étiquettes des sous-préfectures. On sait que maintenant, Boaké est une sous-préfecture, Boaké est un département. Boaké, même chef le département est consort. Bon, on va laisser ça. Bobo est une sous-préfecture. Mamini est une sous-préfecture. Bunda est une sous-préfecture. Djebonois est une sous-préfecture. Et toutes ces sous-préfectures-là forment le département de Boaké. Tout à l'heure, j'ai fait l'analogie en disant que les sous-préfectures sont compris dans les départements. Les départements, à leur tour, sont compris dans les régions. Et les régions, à leur tour, sont compris dans les districts. Et les districts font la Côte d'Ivoire. C'est une chaîne alimentaire. On ne va pas dire manger et être mangé à ton tour, mais on va dire chacun a son enfant. Chacun engendre quelqu'un. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on devait voir. Et la dernière partie qu'on va voir, c'est comment sauvegarder votre projet. C'est très simple. Pour ceux qui savent sauvegarder le projet sur Word ou bien Excel, c'est le même truc. Vous faites seulement CTRL-S. CTRL-S seulement. Et automatiquement, vous serez dans votre gestionnaire de fichiers. Vous allez partir loger ça dans le dossier que vous avez créé. Donc, vous cherchez votre dossier, où vous avez mis votre dossier, bien sûr. Hein. Vous cherchez le dossier, vous partez dans le nom de fichier et vous écrivez simplement projet. Voilà, projet. Et puis ça gère projet enregistré. Voilà, projet et puis enregistré. Donc là, votre projet est enregistré. Donc au fur et à mesure, cette fois-ci, là, quand vous allez faire clic droit, au fur et à mesure que vous avancez un peu, que vous faites clic droit, il n'y aura pas de problème parce que le projet est déjà enregistré, c'est juste des mises à jour qui sont faites. Voici de façon, je dirais, pas ramassée parce qu'on allait un peu plus en profondeur dans certaines parties. De façon bref, l'utilisation, la prise en main du logiciel QGIS. Ce n'est qu'une partie, une fine partie qu'on a vue, hein, parce que le logiciel QGIS peut faire beaucoup de choses. Peut déterminer votre position, peut vous localiser. Donc, c'est une partie, une petite partie. Ce que je vous demande en tant que personnes qui suivent en replay ou personnes qui sont présentes ici, exercez-vous. Ce qu'on a fait là, allez-y faire les mêmes étapes. Faites ça plusieurs fois pour d'autres sous-préfectures, pour d'autres départements, pour d'autres départements, pour d'autres départements. Vous allez maîtriser la Côte d'Ivoire
vous allez maîtriser la Côte d'Ivoire, vous allez maîtriser l'utilisation du logiciel, ce qu'on a fait, le peu qu'on a fait là, vous allez maîtriser. Et quand vous allez plus maîtriser ça là, le reste là, ça sera un petit détail. Parce que vous serez maintenant à mesure de pouvoir continuer la formation. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à mademoiselle Korotoum et puis à mon binôme pour clore la séance. Et puis, si vous avez des questions, vous allez poser et puis on va terminer avec ça. Donc, merci bien. Et puis, formateur Pakou, je suis à la parole. D'accord, merci, chers collaborateurs. En fait, j'aimerais revenir sur un fait pour ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre directement, puisqu'ils n'avaient pas le logiciel installé. Vous avez encore une semaine, l'occasion pour vous d'installer le logiciel et de faire les différents exercices. Voilà, vous pouvez prendre une ville quelconque ou bien sous-préfecture d'un département quelconque et essayer de vous exercer. Si vous avez des difficultés, vous pouvez les laisser dans le groupe. Nous allons réagir. Il y a tous les formateurs, c'est-à-dire les 10 formateurs sont dans le groupe. Voilà. Et ils pourront réagir efficacement à vos préoccupations. Merci.